Et reprends, tu vas enregistrer? J'enregistre aussi, oui. Je reprends l'enregistrement. Ok, c'est bien. Donc, où est-ce que l'on était? Oui. Une autre question. Est-ce que chanter, réciter un texte, par exemple, correspond à l'ouverture d'un canal d'énergie? Alors, oui, tout à fait, parce qu'on pourrait dire déjà qu'il y a cette trachée artère par laquelle passe l'air qui est comme un canal, d'ailleurs on dit artère, hein, et c'est déjà la première chose. Et puis en plus, chanter donne une sensation d'unité dans tout le corps, et c'est le but aussi de l'ouverture des canaux d'énergie, c'est cette sensation d'unité dans tout le corps, donc entre le haut et le bas par le canal central, mais aussi entre la gauche et la droite, entre les différentes parties du corps. Et on peut rapprocher ça d'une réflexion très profonde de Ernest Lawrence Rossi, qui était le successeur de Milton Erickson, donc l'hypnose ericksonienne, qui s'est beaucoup répandue sur la planète actuellement. Et lui, il disait la source de notre souffrance, c'est qu'on a des compartiments en nous qui ne sont pas à la même pression. Donc, il y en a qui sont sous pression, d'autres qui n'ont pas assez de pression. Et c'est cette compartimentation avec manque de communication qui fait qu'on souffre. Et donc, ce n'est pas simplement entre les parties du corps, ça peut être entre la partie émotionnelle en nous et la partie rationnelle, ça peut être entre la partie qui s'occupe de l'extérieur, la partie qui s'occupe de l'intérieur, ça peut être la partie qui s'occupe du plaisir, la partie qui s'occupe de la souffrance. Quand ça ne communique pas, ça nous rend malade. Parce que c'est des pressions différentielles, un peu comme si on a trop de tension dans une zone du corps et pas assez dans l'autre, ça nous créera de la souffrance. On voit des douleurs Comment physiques. résoudre ce problème? Ben, c'est un problème très général. Donc, les médecines énergétiques sont fondées sur une circulation de l'énergie. Et ça aide beaucoup. Et voilà, hein, de rétablir une circulation de l'énergie et la méditation est l'instrument principal pour rétablir l'énergie. Ben, justement, quel est le lien entre, par exemple, l'ouverture de la narine fermée et celle du canal central? Oui, alors les deux vont ensemble. La narine fermée, c'est comme un petit canal central. Et on pourrait dire que le canal central est comme un tuyau et la narine fermée est le bouchon au-dessus du tuyau. Alors on pourrait dire oui, mais anatomiquement, le canal central, c'est une position qui est plus en arrière, la narine plus en avant. Mais dans notre vécu corporel, on peut méditer comme ça, hein, c'est-à-dire sentir que la narine fermée et comme ouvrir la narine fermée, c'est comme déboucher une bouteille. Par exemple, quand on débouche une bouteille de champagne, toute la mousse remonte en haut. Et donc, quand on débouche l'axe central, on a toute une énergie spirituelle qui va vers le haut de façon très forte et assez soudaine. Oui, mais comment déboucher l'axe central à ce moment-là? En sentant que l'ouverture, que la narine fermée s'ouvre. Voilà, on revient à ça et en l'associant à l'axe central. Associant cette sensation d'ouverture comme si c'était l'axe central entier qui s'ouvrait. C'est une des méthodes. Il y a d'autres méthodes de déboucher l'axe central. On en a fait une avec la méditation au Mahung et l'axe central bleu. C'est une méthode aussi d'ouvrir l'axe central, mais sentir que la narine fermée et un bouchon au-dessus de cette bouteille qui est l'axe central et défaire le bouchon et puis laisser remonter la mousse. Ça, c'est aussi une très bonne image pour ouvrir l'axe central. Il y a aussi le jet d'eau. Le jet d'eau est une bonne image aussi. Oui, oui, oui. Et là, je te cite à la page 78, où tu dis, pour obtenir une relaxation plus efficace de la zone de la mâchoire inférieure, il ne suffit pas de détendre la base du menton et les angles maxillaires postérieurs, mais on peut aussi intensifier la sensation au milieu même des maxillaires, rendre brillante la zone aveugle en quelque sorte. Ma question, que veut dire pratiquement rendre brillante la zone aveugle? Ben, on peut prendre l'image d'une haltère. Tu sais, ces haltères avec deux boules et le long d'un manche. Et donc,
quand on est stressé, les tensions vont en général aux extrémités du segment de membre. Hein. Par exemple, au niveau de l'avant-bras, si on est stressé, on aura tendance à servir beaucoup du poignet pour se battre avec les autres, du coude aussi. On jouera des coudes, hein, comme on dit, on joue des coudes pour être le premier. Et puis ensuite, on serre la vis aux autres pour les dominer. Donc, serrer la vis, c'est-à-dire utiliser intensément le poignet. Et donc, l'intérêt est de travailler sur cette détente des articulations et détendre des extrémités finalement de segments de membres et ramener l'énergie au milieu. Hein, c'est ce qu'on fait avec l'axe central. Quand on est stressé, on a les nerfs à fleur de peau, c'est-à-dire la peau est très stimulée. Il y a un rapport entre peau et système nerveux au niveau embryologique. Donc, quand on est en surcharge du système nerveux, on a une surcharge de sensations sur la peau. Mais quand on est calme, l'énergie revient au centre. Hein, on est plus stimulé. Hein, ni par les relations de contact, hein, on dort, voilà, et à ce moment-là, on reste à l'intérieur de soi. Et du coup, on pourrait dire que la peau est l'extrême de chaque côté, dans toutes les directions, la peau représente l'extrême du corps, et revenir au centre, revenir au cœur, revenir à l'axe central, c'est un retour au juste milieu. Donc, on retrouve cette loi du juste milieu, et un cas particulier, donc, c'est d'amener l'énergie au milieu des mandibules, plutôt au côté supérieur, parce que voilà, assez naturellement, on sent l'apaisement qui vient d'en haut et qui coule vers le bas. C'est l'image de la douche, de la pluie, etc., du soleil. Et donc, on s'est assez inscrit en nous. Et donc, on part du milieu du bord supérieur des mandibules de chaque côté et on fait descendre sur les côtés. On parle de là, c'est-à-dire vers... C'est ça. Et on fait descendre sur les côtés. Bonjour. Et là encore, je te cite une deuxième fois à la page 79. Tu dis, il est toujours bon d'être capable de méditer sur ses peurs fondamentales quand elles remontent dans un état d'attention souriant. Cela correspond à ce qu'on pourrait désigner sous le terme de ménage en profondeur. La question, comment faire remonter les peurs fondamentales? C'est en faisant face. Hein, en général, on ne fait pas face. J'aime bien citer cette expérience toute simple de psychologie expérimentale. Donc, on met un tableau assez complexe devant la personne et avec une caméra spéciale, on regarde le mouvement des yeux. Et donc, dans ce tableau complexe, on a mis une scène vraiment pénible en bas à gauche. Et donc, quand les sujets regardent le tableau, ils zigzaguent pour avoir une première impression du tableau. Ils voient qu'il y a cette scène négative, pénible, violente en bas à gauche. Et après, on remarque qu'ils ne reviennent pas à cette zone parce qu'ils ont vu que c'est des problématiques, du coup, ils évitent. Et donc, c'est un réflexe d'évitement qu'on a aussi dans notre corps. Dans notre corps, on a peur de différentes zones et à ce moment-là, on évite d'y revenir. Et donc, le fait de travailler systématiquement sur toutes les zones du corps, ça aide à vaincre les peurs, justement. Donc, c'est une méthode. De manière générale, à faire face, se détendre et trouver son équilibre. Des zones où, qui étaient, par exemple, malades, ou bien on a eu un coup sur ces zones, on les évite. Ou on n'a pas oui, c'est ça, on les évite. Hein. Et ça, c'est un problème de fond. Réussir à ne pas éviter les zones particulières, mais les regarder en face pour pouvoir mieux les détendre. C'est-à-dire, et c'est comme ça qu'on remonte les peurs? Eh bien, c'est une des manières de faire remonter les peurs. Sinon, détendre de manière générale le corps. Et à ce moment-là, c'est comme des bulles. Il y a les peurs qui remontent, les peurs qui étaient cachées qui remontent parce qu'on se détend. Et c'est pour ça que les retraites, c'est utile parce qu'on détend les couches superficielles. Et à ce moment-là, il y a des peurs plus profondes ou plus anciennes qui remontent. Mais détendre, quand tu parles toujours et très souvent de détendre, quel genre de
détente tu conseilles? La relaxation de Jacobson ou c'est quoi comme détente? Ben, la descente, c'est sentir les courants de sensations qui descendent dans le corps. Et donc, ça aide à détendre tout le corps. Hein, le détendre et descendre, c'est assez relié. Et monter et stimulation, c'est aussi assez relié. Tu peux expliquer un peu comment monter les stimulations, c'est assez relié. Voilà, donc la montée, hein, c'est une activation, on parle de montée mystique aussi, de réveil mystique par l'ascension, mais ça doit être aussi équilibré par une descente qui est une détente. Et il y a un clin d'œil de la langue française qui met ensemble les mots descente et détente. Je vais mettre un peu plus de lumière. Ça sera... Oui, ma dernière question, tu parles souvent dans ce livre du principe du cheval de Troie. C'est quoi? Tu peux l'expliquer un peu? Oui, ben, c'est-à-dire à l'intérieur d'une zone qui semble tendue, on a une zone qui est sans sensation et si on introduit la conscience dans cette zone, à ce moment-là, ça fait s'effondrer toute la citadelle de tension. Par exemple, on peut avoir tout l'abdomen qui semble tendu, mais on s'aperçoit que en bas à droite, au-dessus de l'ischio, il y a une zone qu'on ne sent pas. Et donc, si on se concentre sur cette zone, au bout d'un certain temps, il y a toutes les tensions de l'abdomen qui disparaissent. C'est comme si on avait mis le cheval de Troie dans cette zone et que la citadelle de tension s'effondre. Et donc, on trouve ça régulièrement. On peut avoir des tensions dans les mâchoires, mais on s'aperçoit que le milieu des mâchoires est très peu tendu. Donc, si on met l'énergie dans cette zone, les tensions des mâchoires tombent. Hein, on peut avoir des tensions entre les sourcils, mais si on met l'énergie dans une zone où il n'y a pas de tension juste au-dessus, c'est-à-dire le milieu du front, c'est-à-dire l'Ajna Chakra, les tensions d'anxiété entre les sourcils tombent. Voilà, donc à chaque fois. Et comment, Jacques, on met l'énergie? Et donc, alors, comment mettre l'énergie dans une zone où il n'y en a pas? Eh bien, la manière la plus simple, c'est d'inspirer et d'expirer à travers cette zone, comme on inspirait et expirait à travers un mouchoir. Donc, on se met à sentir très fort le souffle au niveau du mouchoir qu'on met sur le visage. Et donc, là, c'est pareil, c'est comme si on mettait un mouchoir et qu'on inspirait, expirait à travers cette zone. Sinon, on peut imaginer qu'on masse cette zone, le centre de cette zone, avec un pouce de lumière, comme si on faisait un shiatsu de lumière, ou alors une aiguille d'acupuncture en or qui pique le milieu de cette zone, ou alors imaginer une flamme ou un soleil au niveau de cette zone. Ce sont les méthodes principales. Il peut y avoir d'autres méthodes, mais ça, ce sont les méthodes principales. Où on peut aussi tapoter la zone, d'abord physiquement, et puis ensuite imaginer qu'on la tapote. C'est un bon système aussi. Donc, la zone qui est muette. Donc, qui est muette, c'est ça. Oui, on remet de l'énergie dans la zone muette. Et la dernière manière de faire, et la manière la plus fondamentale, c'est-à-dire on ne fait rien, mais on attend devant la zone muette que les sensations remontent. Et ça marche aussi. Au bout d'un certain temps, c'est plus lent comme méthode, mais l'avantage, c'est que les sensations qui remonteront seront plus objectives, c'est-à-dire ce sont des sensations qui remonteront à l'intérieur, qui ne seront pas provoquées par une intervention extérieure, comme par exemple un tapotement ou un massage, ou la visualisation d'un tapotement ou la visualisation d'un massage. Donc, il y a les méthodes actives ou la méthode passive. L'avantage de la méthode passive, c'est qu'elle est plus objective parce que ce seront des sensations qui ont vraiment envie de remonter, qui remonteront, et pas des sensations qu'on crée par un tapotement, par un massage, etc. Donc, dans le Vipassana de Goenka, il conseille surtout juste d'attendre. Voilà, pour être objectif, ils font une grande importance à l'objectivité. Mais quand on est dans la vie courante et qu'on n'a pas 12 heures pour pratiquer tous les jours, on peut aussi utiliser des méthodes déjà un petit peu physiques en tapotant ou en massant, mais surtout des méthodes que j'ai données, donc en visualisant un petit soleil au centre de la zone aveugle, ou qu'on vous masse, ou alors qu'on vous plante une aiguille, ou alors qu'il y a un feu qui s'allume là. Voilà ce genre de méthode, et puis sinon à la base, qu'on inspire ou qu'on expire par cette zone aveugle.
Mais ce n'est pas si facile, il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas si facile de stimuler exclusivement une zone aveugle. Hein, voilà, parce qu'en général, on sent tout autour et donc on n'est pas assez focalisé. Mais quand on est bien focalisé, on a les résultats maximum, c'est-à-dire le rééquilibrage du stress est très rapide. Parce que c'est quand on réveille les zones aveugles qu'on diminue le stress. Ça, c'est une loi que j'ai toujours vérifiée. Voilà, peut y avoir des exceptions dans des cas très particuliers, mais dans l'ensemble, c'est ça. Une certaine donc fuite vers les zones aveugles ou bien une fuite d'énergie. Pardon? Une certaine fuite d'énergie des zones stressées vers les zones aveugles. Alors, les zones stressées gardent l'énergie et ce qu'on fait, c'est on essaie de dériver l'énergie qui est piégée dans les zones stressées vers les zones aveugles. Voilà, et à ce moment-là, il y a le rééquilibrage qui se fait. OK. Ben, on va donner maintenant un peu de temps aux questions. Si les gens ont des questions, ils peuvent poser. Voilà, Thibaut. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui. Oui, moi j'ai une question éventuellement. Hier, Jacques, tu disais qu'il fallait se réjouir des douleurs physiques, voire psychiques, si j'ai bien compris, pendant la méditation, et qu'il fallait s'en réjouir un moment. Alors, bon, il faut nuancer, mais en tous les cas, trouver qu'elles ont un intérêt. Déjà, un premier intérêt que reconnaît la physiologie, c'est-à-dire l'intérêt de nous avertir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein, c'est un peu comme un bip rouge sur une machine qui nous dit il y a un problème dans la machine. Eh bien, on ne va pas casser le bip rouge, hein, mais au contraire, on est reconnaissant envers du bip rouge de nous dire qu'il y a un problème, même si on n'est pas content qu'il y ait un problème dans la machine. Voilà, donc, comme on dit, il ne faut pas tuer le messager. Hein, je raconte souvent que dans la Grèce ancienne, ils avaient une coutume cruelle. Si quelqu'un arrivait en courant pour annoncer une défaite, eh ben, ils étaient tellement pas contents qu'ils le tuaient. Hein, voilà, donc, et quand on utilise des painkillers, c'est-à-dire des tueurs de douleur, c'est un peu ce qu'on fait. Hein, la douleur est là pour nous annoncer qu'il y a un problème dans le corps et à la place de la remercier, on veut la tuer. Voilà, donc il faut avoir une attitude plus profonde vis-à-vis de la douleur. Donc, mais quelle était ta question exactement? Oui, en gros, c'est envoyer de l'énergie positive finalement à l'endroit douloureux. C'est ce que tu dis là depuis quelques jours. Oui, alors c'est ça, mais aussi c'est utiliser la douleur pour son progrès spirituel. Donc, c'est plus qu'envoyer de l'énergie pour noyer en quelque sorte une énergie négative de la douleur, c'est reconnaître que la douleur, vue d'un certain point de vue, est positive en elle-même. Donc, c'est la douleur qui nous envoie aussi de l'énergie positive. Et ça, c'est un grand changement de perspective. D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir, bonsoir Jacques. Merci beaucoup pour ce Zoom. C'est toujours pareil pour le même sujet de la douleur. Est-ce qu'il y a des méditations guidées? Tu as mis ça sur le site ou... Oui, oui, il y en a plein sur mon site. Hein, donc, il faut chercher dans les dossiers. Et puis, je le fais assez souvent. Donc, méditation contre la douleur, en général, c'est dans le titre. Et Ouais, puis là, après-demain, on aura aussi une méditation guidée contre la douleur. oui, c'est ça aussi, on a prévu après-demain. Et voilà, hein, donc je le reprends souvent et chacune peut être faite assez longtemps. Et donc, sur mon site aussi, il y a un document qui est méditation contre la douleur. À un moment, j'ai fait un document avec 21 méditations contre la douleur. Donc, il y a de quoi faire. Parce que sur le site, il est assez, il y a beaucoup de choses. Oui, alors dans le site jacquevine.com, en principe, dans le cadre bleu où on annonce les méditations guidées, on a mis à part des méditations pour le sommeil et pour la douleur, parce que ce sont justement des sujets très courants d'intérêt. Et donc, je pense que c'est toujours là. Qu'est-ce que tu en penses, Geneviève? Oui, c'est toujours là, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, en haut de la première page, tu as un cadre bleu où on parle des méditations guidées. Oui. Et donc, il y a un lien général pour tout le dossier de mes séminaires, mais il y a des liens particuliers, méditation contre la douleur et méditation pour s'endormir. Voilà, yoga du sommeil. C'est des écrits, des audios, des vidéos? Alors, c'est des audios et puis dedans, j'ai mis aussi un écrit. Hein, voilà. Sur YouTube, on a encore en vidéo plusieurs méditations contre la douleur. C'est ça, donc c'est la chaîne Louis Saliba, Lwiis,
et Saliba, S-A-L-I-B-A. Donc, Louis Saliba ici présent. Voilà. Voilà, il y a plusieurs méditations guidées. Et je prépare un livre sur ce sujet. Et il y a la professeure de neurologie au CHU de Marseille, à la Timone, qui a accepté de faire la préface. Donc, ça donnera une perspective dans le milieu médical au livre, parce qu'on sait que c'est les professeurs de neurologie qui sont les spécialistes de la douleur. Donc, si elle voit que les méditations que je fais sont bonnes, ça encouragera les médecins et les infirmiers, etc., à lire le livre. Excusez-moi, c'est Louise Saliba, c'est ça? Oui, L-W-I-I-S. Et donc, il suffit de taper ça sur YouTube et il y a toute la chaîne qui sort. C'est expliqué comment aller du site de Louis à celui de Jacques sur les sites. C'est très bien expliqué pour retrouver tous les enregistrements. Sur lequel site alors Oui, c'est expliqué aussi dans ton programme. D'accord. À la partie Zoom, au début, j'explique comment aller de l'un à l'autre. D'accord, d'accord. Oui, tu as eu raison parce que ce n'est pas clair forcément pour les gens. Et donc, ouvrir le programme aussi, c'est aussi en première page, programme de Jacques Vigne. Et là, donc, il y a les liens pour les Zooms, mais aussi les liens pour les documents qui ont été mis en ligne. Et pour toute la journée. J'ai bien aimé, Jacques, quand tu as parlé de réciter, chanter, la question de Louis, si ça ouvrait les canaux d'énergie, ça me fait penser aux chanteurs de chorale, aux acteurs et tout. Quand on tousse, quand on est malade, à peine tu arrives sur scène, tout est fini. Tu tousses plus, il n'y a plus rien, tellement la concentration est forte. Et l'acteur, le chanteur qui est enroué, tout disparaît comme par enchantement, par l'énergie qui se dégage de la joie de le faire. Oui, c'est vrai, oui, ça c'est un beau phénomène. Et puis cette expérience d'unité qui vient du son de la voix. Hein, physiquement, tout le corps se met tout d'un coup à vibrer à la même longueur d'onde. Et ça, c'est très thérapeutique. Parce que sinon, l'anxiété, le stress, ça nous morcelle. On a des zones qui sont bloquées, d'autres qui sont sans énergie. Mais tout d'un coup, avec le son, c'est comme une douche. Et la douche nous fait du bien parce qu'elle nous réunifie. Et le trac disparaît aussi. Jacques Brel, il transpirait, il vomissait avant d'entrer en scène et au moment d'être sur scène, tout avait disparu. Oui, ça. Disparu, comme par enchantement. Oui, le trac, c'est quelque chose aussi. Les trous de mémoire des acteurs, c'est pareil. Oui. D'un seul coup, tout revient. Oui. L'énergie. Mais c'est sur quel effet que tout revient? Ben, on pourrait dire, il y a un état de grâce, hein, du point de vue général, on pourrait dire état de grâce. Du point de vue physiologique, c'est peut-être les endorphines qui sont stimulées, et les endorphines donnent la joie de vivre et stimulent l'attention. Donc, c'est très important pour se souvenir, on a besoin d'attention, et pour bien jouer, on a besoin d'attention, et donc là, l'attention est complètement absorbée par le jeu, et donc on peut supposer que les endorphines aussi sont stimulées et que ça donne un meilleur état général et comme un second souffle pour dépasser les petites douleurs et les petits blocages. Et la concentration fait aussi qu'on n'y pense plus. Oui. La concentration est telle que tu oublies tes douleurs. Et c'est un bon truc d'ailleurs. Tu te concentres sur quelque chose, tu n'as plus mal nulle part. Oui, c'est pas trop grave, bien sûr. Oui. Et même Swami Vivekananda, quand il avait 90 ans, il disait qu'il aimait lire Tintin de temps en temps, parce que quand il lisait Tintin, il oubliait tout. Bon, avec l'âge, il avait ses douleurs, hein, il avait beaucoup d'ostéoporose, etc. Mais quand il lisait Tintin, il oubliait tout. Donc, c'est la Tintin-thérapie. Mais alors, quand tu parlais du cœur à droite, alors j'ai peut-être le cœur à droite, puisque j'ai eu beaucoup de bronchite et sinusite. Eh ben, on va te tester, tu peux donner ton corps à la science. Tu donnes la date et l'heure, puis on va venir le prendre. Pas de problème. Ils vont envoyer l'ambulance pour te prendre le corps. Il faudra m'ausculter, voir s'il est à droite. Vous avez signé, vous avez donné aujourd'hui à 9h, vous donnez votre corps à la science, on vient le prendre. Pas de problème. J'ai pensé. J'aurais une question sur, Jacques, au début de la méditation, tu parlais du lien entre l'œil, la paupière et les poumons. Et si j'ai bien compris, en fait, et je voulais savoir si tu pouvais développer un peu ce lien. Oui, donc
une méditation très intéressante en ouvrant grand la paupière supérieure et voir ce qui change en dessous. Et on s'aperçoit qu'on se redresse, on s'aperçoit qu'on respire mieux avec le haut des poumons. Et c'est lié aussi à l'avidité et à la colère. Hein, les paupières suivre les lèvres. Et donc, ça, c'est une des raisons de plus de méditer les yeux ouverts, parce que les lèvres sont reliées aux émotions perturbatrices. Quand on serre les lèvres vers l'avant, c'est plutôt la gourmandise ou l'avidité. Et quand on serre les lèvres vers l'arrière, c'est plutôt la colère. Hein. Les lèvres pincées de colère, c'est les lèvres qui sont pincées vers l'arrière. Et quand on s'observe bien, on s'aperçoit que les paupières ont le même type de mouvement. Donc, elles sont poussées vers l'avant dans l'avidité et elles sont tirées vers l'arrière dans l'aversion. Et un des bons moyens de se libérer de l'avidité et de l'aversion, ben, c'est tout simplement ouvrir les yeux. Comme ça, on décolle les paupières et ces gestes instinctifs d'avidité et d'aversion deviennent impossibles. Et au niveau des lèvres, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau des lèvres, on peut détendre directement. On peut aussi laisser les lèvres légèrement décollées. Et puis surtout, on peut redresser la langue Gechari Mudra, parce que les lèvres et la langue vont un peu dans le même sens. Et il y a des liens réflexes entre les deux. Donc, quand la langue est en Gechari Mudra, c'est-à-dire verticalisée, les réflexes des lèvres pour l'aversion et l'avidité sont comme coupés à la racine. Et ils ne fonctionnent plus pareil. Et donc là, on peut reprendre une maîtrise. Merci. Oui, c'est des choses concrètes et dont on peut servir tous les jours en méditation. Oui, et qu'on peut observer aussi dans la journée, en Oui. fait, quand on a des comportements un peu automatiques ou auxquels on ne fait pas attention, finalement. Oui, oui. Et pour ça, lutter contre les comportements automatiques et ramener la conscience, la verticalisation de la langue, c'est très utile parce que justement, ce n'est pas automatique comme mouvement. Donc, si on le fait, c'est qu'on y pense. Et si on y pense, on peut se détacher de plein de comportements automatiques, aversion, avidité, etc. Tu veux dire, Jacques, qu'on le fasse durant la journée, pas uniquement en méditation? Oui, durant la journée aussi, oui. Oui. Et je sais que dans le Falun Gong, ce grand groupe qui a failli faire tomber le Parti communiste chinois dans les années 90, il avait 30 millions d'adhérents en Chine, pardon. Et donc, il travaillait beaucoup il travaille toujours parce qu'ils existent encore à l'étranger, où probablement il y a beaucoup des membres qui font leur pratique discrètement sans en parler à cause du parti. Mais donc, il travaille beaucoup sur Gechari Mudra, il redresse la langue. C'est connu dans la médecine taoïste, dans les pratiques psychocorporelles chinoises, donc beaucoup d'influence taoïste. J'ai une autre question concernant, oui. Ça a été mentionné, le syncrétisme, que pensez de ça? Alors, oui, le syncrétisme, donc, au fait, les religions se développent beaucoup par syncrétisme, elles reprennent des éléments des religions anciennes et puis elles font une nouvelle religion. Et donc, les historiens de religion savent bien montrer ça. Mais sinon, donc, pour des gens qui sont dans l'orthodoxie religieuse, ils ont très peur du syncrétisme. Mais après tout, pourquoi pas? Hein, voilà, si on prend la religion comme une thérapie, et il y a beaucoup d'aspects de thérapie dans la religion pour sortir de la souffrance, à ce moment-là, un médecin qui dirait il n'y a qu'un médicament pour sortir de la souffrance et j'en veux pas d'autre, il serait condamné par le Conseil de l'ordre en disant quel est ce fou. Et voilà. Et donc, une religion qui est exclusive, c'est un peu ce système-là, quoi. Ils disent on a un médicament pour sortir de la souffrance et il n'y a que celui-là qui est le bon. Voilà, donc la comparaison avec la médecine est quand même utile. Et donc, voilà, alors on peut dire des gens qui ont deux croyances en même temps, les orthodoxes diront ils sont schizophrènes, mais des gens qui ne sont pas capables d'avoir deux croyances en même temps, on pourrait dire ils sont paranoïaques, c'est-à-dire la définition de la paranoïa, hein, c'est moi j'ai raison, mon groupe a raison, moi je suis dans la lumière, tous les autres sont dans les ténèbres. Et ça ressort beaucoup à la base des croyances religieuses. Et donc, voilà, donc le syncrétisme peut être un antidote de la paranoïa. Et pour ça, c'est important, mieux vaut un syncrétiste tolérant qu'un orthodoxe fanatique. Donc maintenant, de plus en plus de gens pensent ça sur la planète, et heureusement. Mais avant, ce n'était pas clair parce que les grandes religions, avec leur rigidité, avaient beaucoup de pouvoir sur l'esprit des gens.
Parce que tu cites les croyances, mais là, on est basé sur la foi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas facile à définir. Je crois fermement en ça. Oui, c'est à la fois de la foi et de la croyance. Hein, les deux se tiennent. Mais comment lier ça justement dans le syncrétisme? Et dans le syncrétisme, il croit à différentes choses. Hein, voilà. Et donc, le polythéisme, c'est par définition un syncrétisme puisqu'il y a beaucoup de dieux différents qui sont là. Voilà, le monothéisme donc ne veut pas être syncrétiste, mais du coup, il a basculé dans l'autre extrême qui est l'intolérance très souvent. Voilà, parce que c'est dans son système. Voilà, c'est dans son système de base. Et donc, les gens ont tendance à dire, oui, on va faire un monothéisme tolérant, mais c'est en contradiction avec les bases mêmes du système. Donc, c'est ce que j'ai montré dans mes deux livres, Psychologie de l'islamisme et L'illusion missionnaire. Voilà, hein, donc il faut bien faire attention à ça. Si je peux me permettre, Oui. Hier soir, j'ai réécouté c'est peut-être une des dernières interviews de Michel Cazenave qu'il a fait avant de partir. Oui. Elle est facile à trouver sur YouTube, elle n'a pas eu beaucoup de vues, mais c'est très intéressant. Justement, il parlait du syncrétisme. Oui. Et lui, hier soir, j'écoutais, il disait en fait, c'est une question de niveau. En fait. Il disait, ça dépend à quel... Il y a des niveaux de syncrétisme. Donc, il disait, si c'est au niveau, moi, je suis d'accord, je suis là-dedans, il disait. Oui, c'est comme disait ce livre célèbre, L'unité transcendantale des religions. Hein, c'est un livre qui a eu beaucoup d'écho dans les années 1950 par, je ne sais plus, un nom allemand. Et voilà, donc c'était un syncrétisme à haut niveau, c'est ce que font les sages aussi. Hein, Swami Vivekananda, il disait qu'il était au-delà des religions. Voilà, donc alors est-ce que c'était du syncrétisme ou pas du syncrétisme? On peut discuter sur les mots, mais en tous les cas, il disait franchement qu'il était au-delà des religions. Il ne voulait pas se laisser piéger par une religion particulière. D'accord. Excusez-moi de revenir toujours sur ce sujet, mais donc c'est pas. Après, c'est quoi? C'est une question de choix ou comment baser la foi avec la religion et le syncrétisme, justement? Le Dalai Lama, qui a été 40 ans dans des réunions interreligieuses, il a une réponse très simple et bien bouddhiste, puisqu'il parle du juste milieu. Donc, quand on a une croyance, il faut y croire suffisamment pour avoir envie de pratiquer dans cette voie, mais pas trop pour ne pas devenir bigot ou fanatique. Voilà, donc de nouveau le juste milieu, même à la question de la croyance. Et ça, les prêtres ou les imams ou les brahmanes ne vous diront pas forcément ça. S'ils sont dans une voie dévotionnelle, ils diront non, il faut y croire à fond, etc. Mais en fait, il faut appliquer le juste milieu aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine adhérence, c'est un peu comme un pneu. Hein, il faut qu'il ait une certaine adhérence dans la route, mais s'il colle complètement à la route, il ne pourra pas rouler, il ne pourra pas bouger. Voilà, donc quelque part, il faut travailler dans une ligne. C'est vrai que c'est bien d'avoir aussi une voie traditionnelle, c'est plus unifié, mais en même temps, pas trop être convaincu de ça au point de vue rigide du terme, parce qu'à ce moment-là, il y a toute l'ombre de la religion qui ressort, et c'est l'intolérance, etc. Mais c'est valable aussi pour d'autres matières, pour le sport. Si on devient fanatique du sport, on se fait mal aux articulations, etc. Et puis on développe un gros ego de champion et c'est finalement pas bon. Voilà, donc il y a un juste milieu à trouver dans une pratique. Et ce juste milieu, il est à chacun différent ou il est où ce juste milieu? Oui, puis ça dépend des stades aussi. Au début, ça, Swami Vivekananda le disait, c'est bien d'explorer différentes voies pour pratiquer suffisamment et avoir une impression intuitive de ce qu'ils disent. Et puis après, on les laisse, on les laisse. Voilà, enfin, on en prend une qu'on approfondit particulièrement. Puis quand on arrive au sommet de la montagne, là, on voit qu'effectivement, il y avait différents chemins qui menaient au sommet de la montagne. Mais il ne faut pas changer tout le temps, parce que sinon, c'est comme changer de voie d'abord dans une montagne. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des précipices, il y a des falaises entre les voies d'abord, et donc c'est souvent perdre son temps. Voilà, donc c'est une question un peu complexe, mais importante, et donc c'est bien d'y réfléchir, effectivement.
Oui, bonsoir Jacques, c'est Régine. Oui, bonsoir voudrais... Régine. Oui, ben, je ne peux pas mettre mon image parce que Louis m'empêche de mettre la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Louis n'est pas d'accord. Ben ouais, mais laisse-moi mettre ma caméra, Louis. Faut peut-être que tu cliques quelque chose sur Faut que tu participant. cliques, c'est toi, Je vais regarder. ça revient pas à moi. Mais non, mais je suis sur la caméra d'Adriana. Ah oui, tu es sur la caméra d'Adriana. Mais tu peux mettre, suffit que tu la mettes. Bah oui, c'est à toi de cliquer. Mais je clique, ça passe pas. Mais ça fait rien, je te pose la question quand même, Jacques. Je te demande de démarrer la vidéo, voilà. Essaie de cliquer là. Hein? Démarrer ma vidéo? D'accord. Oui. Tu as vu? Ah, tu as vu que ça ne revient pas à moi. Bon, lui, s'arrête. T'es trop, toi. Et alors? Alors, vas-y. Oui. Ouais. Oui, alors, c'est concernant ce que tu dis par rapport à la méditation, les yeux ouverts. D'une part, tu dis que la méditation, les yeux ouverts, freine les ruminations négatives. Ensuite, tu dis que il y a un stimuli extérieur qui prend place aux ruminations négatives. Ensuite, tu dis qu'il y a une entrée d'énergie extérieure qui purifie les négativités. Or, moi, j'ai envie de te dire, d'une part, est-ce qu'il n'y a pas un facteur qui, quand même, qui entre en ligne de compte sur le fait que ouvrir les yeux lors de la méditation, il faut quand même le facteur, c'est que nous soyons dans un milieu ambiant qui soit harmonieux, qui soit apaisant. C'est quand même un facteur important quand tu parles de méditation, les yeux ouverts. D'ailleurs, Tenzin Palmo, je me souviens, une fois, on était assis les uns contre les autres dans une salle de méditation et elle a dit, vous pouvez fermer les yeux parce que c'était un peu dérangeant de voir juste les gens devant nous, etc., et toute la foule. Voilà, donc dans ces cas particuliers, ça peut être mieux de fermer les yeux. On peut aussi, quand on fait une méditation dans le métro, dans le train, qu'on a un long trajet, on peut décider de fermer les yeux, voilà aussi. Oui, il n'y a pas que comme facteur d'avoir des personnes autour de soi, ça peut être aussi les couleurs autour de soi qui peuvent être dérangeantes. Il y a plein de facteurs, moi, que je ressens là. Je vais pas le dire. Oui, voilà, mais en même temps, la méditation, c'est la non-peur. Donc, être capable de regarder des couleurs dérangeantes, ça peut être un entraînement aussi. Alors, est-ce que ça ne crée pas une distraction de la méditation, justement, si nous devons faire un effort d'unifier ce que nous ressentons avec ce qui est extérieur et qui nous est dérangeant? Est-ce que ce n'est pas un élément de dispersion? C'est un entraînement parce que de toute façon, l'extérieur sera toujours dérangeant. Il y aura des gens qui passeront, qui parleront, qui diront des choses qui ne nous plaisent pas ou même qui nous plaisent. Et à chaque fois, ce sera un dérangement. Donc, c'est un entraînement, s'entraîner au dérangement. Moi, je te dis ça parce que personnellement, lorsque je médite les yeux fermés, je me sens bien mieux en connexion avec mon être divin. Oui, mais parce que tu as un conditionnement à ça. Et donc, un conditionnement, ça peut changer. Ce que je veux dire, c'est que aussi savoir quelle est la dimension que nous voulons donner à cette méditation. Parce qu'il y a méditation, faire le vide, la dimension que nous voulons donner. Est-ce que c'est grandir en altruisme, je ne sais pas, atteindre un sentiment d'amour universel, d'unité cosmique, tout ça, et ben moi je sens que c'est beaucoup mieux les yeux fermés parce que je me sens mieux avec, comme je viens de le dire, en connexion avec mon être divin, mon être de lumière, et donc il y a le samarasa dans la voie de la bhakti, de la dévotion, voir Il est coupé. Apparemment, il est disconnecté. Oh. Il est où actuellement là? Il est disconnecté. Il n'est plus. Non, physiquement, il est où? En Suisse. Et il est en Suisse, je crois. En Suisse. Ouais. Excusez-moi si c'est trop indiscret, mais il est où en Suisse? Geneviève, ton micro est coupé. Hein. Oui.
je ne me souviens plus exactement parce qu'il y a 3 endroits en Suisse. Et là, il doit être, il y a d'un grand